Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là.
Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite, ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri b reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel, le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter. Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous quelque part dans la Voie lactée et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Cette civilisation lointaine, tout comme nous, regarde dans ses télescopes et espère capter un jour le signal radio d'une planète inconnue. Voyageur 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyageur 1 et son long voyage. Voyageur 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyageur était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyageur 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyageur 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même, elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyageur, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyageur nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyageur 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil.
Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyageur. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyageur. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyageur 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyageur. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyageur 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyageur 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyageur l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyageur 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyageur 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyé dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyageur 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyageur. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyageur se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyageur 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyageur 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, allez, elle est probablement simplement tombée en panne ou quelque chose comme ça ». Mais la vérité est que Voyageur 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques.
Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyageur. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers ? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyageur 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyageur n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyageur 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20h33 pour recevoir un signal de Voyageur. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyageur 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyageur 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans ? Et toi, qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer.
C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million.
Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Hé, réveille-toi, vite, écoute ça. C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lises de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées.
Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie.
Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images.
Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre?
Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs ? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs. Stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré ? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants ? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois ? C'est bien une preuve, hein, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet ? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes.
Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups! Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance, tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ?» Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars.
Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi.
Cette lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou!